Bienvenue pour la 31e édition du Salon international du livre de montagne de Passy avec aujourd'hui donc une rencontre entre Yves Balue et Jean-Marie Chauffat. Yves Balue est un historien de l'alpinisme et un romancier qui relie toujours avec talent la montagne et aux faits d'actualité. Jean-Marie Chauffat est un alpiniste et il a écrit un certain nombre de livres de témoignages sur son expérience à la fois de grimpeur mais aussi de malade dans deux ouvrages majeurs que sont Un homme debout et La vie à pleine main. Aujourd'hui, Yves Balue nous livre un roman qui est une tragédie. Une tragédie qui se passe évidemment en montagne, où un grimpeur qui se pense atteint d'une maladie grave se pose la question de savoir si il va se jeter dans le vide ou bien alors redescendre avec le risque de finir ses jours dans un lit de soins palliatifs. Ce roman s'appelle La possibilité du vide, donc peut-être un clin d'œil à Houellebecq, peut-être. Et c'est un livre où l'on perçoit très bien une compétition du personnage contre lui-même pour atteindre la voie de son départ et donner à son reste à vivre ce dont il espère le plus, à savoir l'amour d'une femme. J'aurais demandé à Yves Balue comment lui est venue l'idée de ce roman qui tranche avec ses romans précédents qui étaient plutôt marqués par le déchaînement des éléments en montagne. Là, il s'agit d'un roman beaucoup plus intimiste qui fait appel à des ressorts très profonds. Oui, bonjour tout le monde. L'idée de ce roman, elle est pas très compliquée en fait. C'est l'idée d'un témoignage personnel, à savoir, est-ce qu'on peut aimer grimper, est-ce qu'on peut grimper parfois même à haut niveau, faire de l'alpinisme et avoir peur du vide? La réponse, je la connaissais depuis longtemps parce que je la vis. Je l'ai vécu pendant des années. J'ai grimpé, à l'époque où j'étais bien entraîné, j'ai grimpé assez haut niveau. J'ai jamais été à l'aise avec le vide. C'était pas un plaisir pour moi. Donc de voir le vide se creuser sous moi, c'était pas un bonheur. Je m'habituais bien sûr, sinon j'aurais pas continué. Et voilà, je me suis dit, est-ce qu'en partant de cette idée, on peut bâtir un roman? Parce que c'est pas une thèse, hein, c'est un roman. Donc raconter une histoire, l'histoire de quelqu'un qui trouve le prétexte, comme Michel vient de l'évoquer, à l'occasion d'une mort annoncée, c'est-à-dire un cancer foudroyant, et le refus de terminer sa vie comme son père l'a terminé, c'est-à-dire du même cancer, dans un lit et dans les souffrances. Donc il se dit, je voudrais terminer avant qu'il soit trop tard, c'est avant que je sois plus capable moi-même de mettre fin à mes jours. Donc l'idée, c'est ce que Michel appelle la course avec lui-même, c'est-à-dire l'idée, c'est de profiter aussi longtemps que possible de ce que le destin lui offre, mais pas trop longtemps pour ne pas arriver au moment où il sera plus capable de prendre sa décision et de mettre fin à ses jours. Jusqu'au moment où il rencontre un personnage qui va modifier le cours de sa vie. Ce personnage s'appelle Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie Chauffat, donc, que l'on connaît bien à Passy et que l'on apprécie beaucoup, et qui a été frappé depuis plus de 30 ans par une maladie et qui a raconté son expérience dans différents ouvrages, je le rappelle, Un homme debout et La vie à pleine main. Comment as-tu perçu le livre de Yves Balue ? Alors, d'abord, bonjour à tous. Yves Balue, on se connaît déjà depuis pas mal de temps et parfois il me fait l'amitié de m'envoyer des manuscrits comme ça qui fait à lire. Et donc, quand j'ai reçu ce manuscrit-là, il m'a dit, tiens, dis-moi ce que t'en penses, toi qui vis ça au quotidien. Est-ce que je suis dans le vrai? Alors la première lecture que j'ai faite du manuscrit, ça a été une lecture, on va dire, globale, c'est-à-dire ce qu'il mettait sur la maladie, ce qu'il mettait sur les liens avec l'hôpital, avec toute cette ambiance malheureusement que je connais bien. Et là, j'ai dit, là, il y a un sans faute. Et donc, je lui ai dit, ouais, ton livre est très bien, il n'y a pas de problème, c'est super. Et puis après, il m'a envoyé le livre.
Et j'ai relu le livre. Et en relisant le livre, donc une deuxième fois, cette fois, j'ai redécouvert des choses que je n'avais pas lues dans le manuscrit, et qui, d'ailleurs, il n'avait pas retravaillé entre-temps, il faut le dire. Et son personnage, Yann, m'a rappelé des souvenirs assez terribles, mais en même temps assez merveilleux. Parce que j'étais, moi, dans les années 90, je le suis d'ailleurs toujours, malheureusement, mais malade, avec un cancer très rare, où les médecins me donnaient entre 3 et 6 mois d'existence. Et donc, il y a 30 ans de ça. Donc, vous voyez, mon cancer est né en même temps, je suis désolé de le dire, mais en même temps que le premier salon de Passy, puisque je suis venu au premier salon de Passy en 91, et j'ai dit aux amis qui étaient là, il y avait Samivel, je crois, il y avait Frison Roche, tout ça, j'ai dit, ben, c'est le premier salon que je fais à Passy, mais ce sera le dernier, parce que les médecins m'ont donné entre 3 et 6 mois. Alors, les gars étaient un peu surpris de me revoir l'année suivante, vous voyez, parce que finalement, j'ai quand même survécu à tout ça. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai survécu à tout ça. Et surtout, j'ai continué à grimper. C'est-à-dire que, comme Yann, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai un cancer, je vais probablement mourir de ça, mais finalement, je préfère mourir en montagne que de mourir dans un lit de mon cancer. Donc, je suis parti en montagne. Alors, j'ai fait des trucs en solitaire, mais j'ai toujours été habitué à grimper en solitaire, donc moi, ça m'a pas trop gêné de grimper en solitaire, mais je ne partais pas quand même dans le but de mourir. C'est-à-dire que, contrairement à Yann, quelque part, mais je partais, moi, en me disant, bon, ça peut arriver, mais si ça arrive, ben, ça arrivera, et ce sera mieux que de finir dans un lit d'hôpital. Et donc, j'ai gravi comme ça des parois. Je me souviens j'ai 3 expériences, si vous voulez, que je peux vous raconter brièvement. Je suis parti gravir en solitaire l'aiguille rouge de Rochefort, qui est une paroi de 1000 mètres, qui est située sur le versant italien du Mont Blanc, par une voie qui est là, une voie Braun-Pâté, une voie anglaise que j'aime bien, les voies Braun-Pâté d'ailleurs. Et donc arrivé à 200 mètres sous le sommet, j'étais seul, donc je me suis arrêté et j'ai fait un arrêt, j'ai mis un coinceur comme ça, je me suis auto-assuré sur mon coinceur et j'ai enlevé mon sac à dos, je l'ai mis, je l'ai fixé comme ça, vaguement sur une petite écaille qu'il y avait, j'ai suspendu sur cette écaille. Et puis au bout d'un moment, je me suis retourné et puis j'ai vu mon sac tomber. Et je l'ai vu rebondir dans la paroi comme ça, quasiment jusqu'en bas sur 800 mètres. Et là, j'étais tout seul, attaché sur mon coinceur. J'avais plus rien. J'avais plus que le coinceur et le bout de sangle. Tout le restant du matériel était parti en bas. Alors à ce moment-là, bon, on peut se dire, bah oui, c'est plus facile de mourir là que sur un lit d'hôpital. Et pourtant, on s'accroche à la vie comme vous n'avez pas idée. Et les 200 mètres qui restaient, je les ai gravis. Alors je les ai gravis un peu, comme on dit dans le jargon du montagnard, avec un peu la gravole, c'est-à-dire le sucrier au-dessus du plat de fraises. J'avais un peu la tremblote dans certains passages, surtout que les 200 derniers mètres sont un peu délités. Donc, et pourtant, j'y suis arrivé. Et donc, c'était une preuve que finalement, j'allais pas là-bas, j'allais pas en montagne dans le but de mourir. Vous voyez, puisque j'avais peur finalement de mourir. Donc, j'allais pas dans ce but-là. Et la deuxième aventure, ça a été pareil sur le versant italien, une voie Panei, donc sur la dent de Gétoula. Je suis parti pour faire la première solitaire de cette dent. Et il y a un moment donné, j'avais 2 écailles, j'étais un peu en dévers, et j'étais pas auto-assuré. Et il y a l'écaille de la main droite qui a cassé. Et je me suis retrouvé pendu par la main gauche, et les 2 pieds qui ont décroché comme ça, donc pendu. J'avais 300-400 mètres de vide sous les pieds. Et à ce moment-là, bon, tout de suite, j'ai repris la fixation des pieds sur le rocher, point d'appui, et je suis allé rechercher une prise un peu plus haut, je suis sorti. Bon, je vous dis pas qu'au-dessus, j'étais comme ça. Et après, hop, j'ai gagné ce sommet, et c'était bien. Là non plus, j'avais pas du tout envie d'ouvrir la main et que ça s'arrête. Et la troisième, et j'en terminerai sur celle-ci, c'est au Mont-Aiguille, où j'étais parti un matin pour faire toutes les faces en solitaire dans la même journée. Mais je connaissais toutes les voies des faces que je voulais faire. Et donc, je savais que c'était possible. Et quand je suis arrivé au lever du jour, il y avait une équipe du Club Alpin de Lyon.
Et le gars, le président du club, m'a dit, oh là là, tu vas faire ça, ou je sais pas, parce que le temps, t'as vu, il y a quelques nuages, ça sent l'orage. Hein. Et effectivement, ça sentait l'orage. Et là, je me suis dit, bon, tu vas peut-être faire une voie, deux voies, mais les 4 phases dans la journée, tu pourras pas, il y aura l'orage avant. Alors j'ai préféré en faire qu'une seule, que je ne connaissais pas, et je suis sorti au sommet juste avant l'orage. Je suis redescendu, le dernier appel, ça a été l'orage, quoi. Voilà. Et donc c'est comme quoi, si vous voulez, même si on est gravement malade, on fait de la montagne, mais on n'y va pas quand même pour mourir, on y va justement pour se sentir vivre davantage. Voilà. On va en montagne pour sentir la vie battre dans ses veines. C'est ce qu'écrit Yves. Il y a beaucoup d'analogies entre un alpiniste qui va être perdu dans des conditions extrêmes et puis une personne malade qui va se poser des questions, elle aussi, sur la notion de vide. Et dans ces circonstances-là, on peut se poser la question de savoir ce que pensent les gens. Soit ils se révoltent, soit ils se résignent, soit ils acceptent, soit ils se protègent. Mais Jean-Marie dit très bien que ce qui est plus fort que tout, c'est le désir de vie. Oui, c'est le désir de vie. Et je voulais dire aussi que j'étais, moi en tout cas, très heureux que Yves fasse ce livre, aborde ce sujet, parce que c'est très difficile, si vous voulez, dans le monde de la montagne, de parler de la maladie. On peut parler de la mort parce qu'on sait qu'en alpinisme, malheureusement, on meurt souvent en montagne, hein, mais encore qu'il y a moins de morts en montagne qu'au bord de la mer, hein, que de noyés, il faut quand même le dire, mais on meurt quand même en montagne. Et généralement, les alpinistes ne vont pas, bien sûr, en montagne pour chercher la mort, mais la mort, ils savent que ça peut arriver. Mais par contre, la maladie, ça leur fout une trouille pas possible. Moi, je sais, quand j'ai sorti mes livres, notamment le premier, Un homme debout, j'ai quasiment aucun alpiniste qui me l'a acheté. Parce que ça, c'est une histoire, je me souviens de Jean-Mi Asselin, par exemple, qui à l'époque était à Vertical. Je l'ai revu après à l'ENSA, et il m'a dit, écoute Jean-Marie, ton livre, la partie montagne, pas de problème, mais la partie où tu parles de la maladie, franchement, j'ai pas pu la lire. Voilà. En revanche, dans le roman, c'est une toute autre expérience parce que le personnage peut se poser des questions et le romancier en est son interprète. Alors, je vais peut-être juste un peu compléter ce que dit Jean-Marie, parce que, en fait, là, depuis 30 ans, Jean-Marie, il diffuse autour de lui des leçons de vie. Et je crois que sur sa page Facebook, quasi quotidienne, il donne du courage à beaucoup de gens. Simplement par son témoignage et par la façon dont il a abordé ce problème de la vie et de la mort. Et moi, il m'a rendu un grand service parce que j'avais dans mon histoire un personnage, le héros, qui avait décidé d'en finir et de se suicider. Donc je l'ai emmené voir Jean-Marie. Et du reste, dans mon roman, Jean-Marie garde son nom, Jean-Marie Chauffat. Et j'emmène donc mon héros voir Jean-Marie et il lui explique que voilà, il en a pour 6 mois, et qu'il va se suicider, et Jean-Marie lui dit, mais t'as qu'à aller en montagne, en solo. Et l'autre lui dit, mais c'est du suicide. Ah. Et Jean-Marie dit rien. Ah bah oui. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? Alors, tant qu'à faire, vas-y en montagne, et si jamais tu te tues, ben, tu seras tué sans te suicider. Et donc, c'est lui, ça va faire changer d'avis au héros. Et comme le dit Jean-Marie aussi, après ça, quand on part en montagne, même avec l'idée que l'accident, à la limite, c'est bien. On y va pour ça. On lâche pas la prise facilement. Et on va chercher la suivante. C'est ce que Jean-Marie a raconté tout à l'heure. Et donc, c'est toute la difficulté que j'ai eue, moi, avec mon héros, c'est d'essayer de le faire mourir. J'ai du mal, quand même. Hein. Oui, on sent cette empathie et on sent à la fois cette jubilation du risque qui pousse l'alpiniste à grimper toujours plus haut, toujours dans des conditions toujours plus extrêmes, et puis d'un autre côté cette volonté de revenir. Cela dit, en conditions extrêmes, la question est de choisir la voie et la voie du départ. Et là encore, le vide, qui n'est jamais le compagnon de cordée idéal, peut donner une solution ou non. Oui, alors là encore, on a cette dignité. Quand on veut mourir en montagne d'accident, on ne va pas mourir
à l'aigu de l'M, dans la voie normale. On choisit une belle voie, difficile, parce que c'est comme plus honorable, tu sais, au Capucin, dans la Bonatti, dans la Walker, dans la voie Sauce des Drus, voilà, donc au Pilier Bonatti. Donc voilà, donc tant qu'à faire, on choisit une voie très difficile d'abord parce que on a plus de chances en solo de s'y tuer, et puis c'est plus valorisant. Le problème, c'est que on finit par s'apercevoir que le vide, quand on n'a plus la corde, le vide, on s'y habitue. C'est même presque une jouissance. On n'a plus peur du vide. Et donc, on prend goût. On prend goût à maîtriser ce risque. Et ça devient un jeu. Et quand en plus, vous avez une petite minette adorable, tous mes lecteurs sont amoureux de cette petite Lucie. Quand une petite minette adorable vous attend en bas, avec des yeux qui papillotent, ça fausse un peu le jeu aussi. Oui, mais moi je voudrais dire une chose quand même, c'est que d'abord, il y a un problème de crédibilité. Est-ce que c'est possible de grimper, de faire de la montagne, des voies difficiles avec un cancer? Parce que ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Alors moi, je peux répondre oui, puisque je l'ai fait. Bon, mais c'est pas facile. Bon, partir faire le linceul au Grand Joras entre deux chimios, c'est pas gagné, hein. Et j'ai pas trouvé d'alpiniste français qui a voulu partir avec moi. Je suis parti avec un copain de l'Alpine Club, un Anglais. Bon. D'ailleurs, l'Anglais, quand on s'est retrouvé au Montanvert, il avait fait la bringue avec ses copains la veille. Il est arrivé avec son pantalon tout rapiécé. Il avait une tête complètement... enfin, si on nous avait mis l'un à côté de l'autre en disant lequel c'est des deux qui est malade, tout le monde aurait dit c'est lui, hein. C'est l'Anglais, voilà. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. On a fait l'ascension. Bon, on a finalement trouvé que les longueurs de 50 mètres étaient trop, ça allait pas assez vite. On a mis la corde en simple et après on faisait des longueurs de 200 mètres carrément. C'est-à-dire, par exemple, moi je grimpais 100 mètres. Lui, hop, il repartait, il faisait ses 100 mètres, puis les 100 mètres au-dessus, quoi. Et après, bon. Et moi, ça s'est bien passé dans la montée, mais c'est dans la descente. Là, j'ai plus de micro. Dans la descente, j'ai eu des problèmes de crampes, enfin de choses comme ça, parce que avec la chimio, donc qui datait de 15 jours, c'était encore un peu frais. Donc déjà ça, dans le livre de Yves, bon, on peut grimper avec un cancer, avec une maladie grave dans les voies difficiles. Ensuite, il y a la petite Lucie. Ben moi, je suis désolé, j'ai pas eu la chance d'avoir la petite Lucie qui m'attendait, parce que je dois dire que quand on a un cancer, c'est assez, la vie de couple est assez difficile. Hein, c'est pas évident, quoi. Hein, voilà. Le problème, c'est de prendre des risques et pour cette jeune femme de devenir veuve alors que son amour est à peine éclos. Enfin, oui, alors, là encore, Jean-Marie m'a rendu un grand service. Moi, j'écris pas des livres fantastiques, je sais pas faire. D'autres le font très bien, moi je sais pas faire. Moi, les livres que j'écris, c'est des livres qui sont ancrés dans la réalité. Donc, tout ce que j'écris est vraisemblable. Sinon, je perds mon lecteur. Or, comment être sûr que quelque chose est vraisemblable? Le plus facile, c'est de partir de quelque chose qui est réel. Si c'est réel, c'est vraisemblable. Et donc, à peu près tout ce que je raconte, c'est inspiré de choses réelles qui me sont arrivées à moi ou qui sont arrivées à Jean-Marie. Donc, on peut effectivement, comme le dit Jean-Marie, être atteint, ou non du reste, d'un cancer, même en phase quasi terminale, et grimper, et avoir du plaisir à grimper, et être même performant pour grimper. Ça, c'est possible puisque Jean-Marie l'a fait. Donc, je peux me permettre, moi, en tant que romancier, de le raconter. C'est possible. De même, certaines scènes, comme la toute première au début, où il y a les deux grimpeurs qui sont en train d'ouvrir une voie et qui se retrouvent au relais, où il y a une broche qui est arrachée, ils se retrouvent tous les deux pendus sur un tout petit piton plat qui se replie et qui se retrouvent suspendus tous les deux à ce piton plat. C'est vraisemblable, puisque c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc, tout ce que je raconte, à peu près tout ce que je raconte, c'est un roman, c'est une histoire. Mais j'ai été faire mon marché dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie et même au-delà, parce que bon, il y a des personnages qui sont un peu caricaturaux, comme par exemple le chirurgien qui aujourd'hui serait condamné par certains mouvements féministes. Non. Non, d'abord, c'est pas exagéré, parce que ce chirurgien,
il existe. C'est un de mes meilleurs amis depuis 50 ans, chirurgien urologue. Et je l'ai vu à l'œuvre. Je peux vous garantir que ce qui est raconté dans ce roman, du reste, je l'ai fait comme Jean-Marie, j'ai fait travailler. Je lui ai dit, écris-moi un bout de chapitre sur la fidélité. Parce que je sais ce qu'il en pense de la fidélité. Et il m'a écrit, effectivement, j'ai arrangé un peu ça, mais il m'a écrit la fidélité, c'est une invention de la société, de la religion, pour la stabilité des familles, mais ça n'a aucune justification biologique. La preuve, c'est que les animaux ne sont pas fidèles. Alors son copain lui répond, enfin, t'es pas un animal quand même. Et il répond, je suis pas un animal, mais mes couilles n'ont pas d'âme. Hein. Et alors, à la fin de l'histoire, le dernier chapitre, rassurez-vous, il en restera à découvrir quand même. Le tout dernier chapitre, au moment de quitter les deux tourtereaux, il leur dit, il dit à son copain, je t'avais dit que mes couilles n'avaient pas d'âme, mais je m'aperçois qu'elles n'ont même pas de cerveau, parce que c'est vrai que dans toute l'histoire, il merde avec ses couilles pas mal. Mais c'est pas très loin de la réalité quand même. Non, mais le romancier peut tout se permettre, et justement dans un roman où le tragique est quand même présent, puisque les alpinistes qui font des voies difficiles prennent des risques et sont en permanence dans l'incertitude de leur retour. Et puis après, ce personnage qui devient malade se pose un certain nombre de questions sur le sens de sa vie et sur son devenir. Donc il est heureux qu'il y ait quand même des scènes ou des passages qui fassent sourire le lecteur ou qui le fassent s'indigner, au choix. Non. Il y a aussi des passages, il y a aussi quelque chose qui m'a drôlement étonné à la lecture, c'est que il y a un moment donné, je découvre il dit dans son livre que quand j'étais à l'hôpital, je mettais souvent des petits mots après ma porte pour les infirmières. Alors les petits mots, j'ai dit, mais comment il a su ce truc-là? Parce que c'est vrai en plus ça. J'ai dit, mais pourtant j'en ai pas parlé. Comment il a su ça? Je sais pas comment il l'a su. Il a inventé, mais en fait c'est vrai. C'est-à-dire que tous les jours, je mettais des petits mots dans ma chambre, parce que je suis resté à un moment donné 3 mois à l'hôpital, hein. Et donc c'est long, 3 mois, et j'étais seul dans ma chambre. Alors je mettais des petits mots. Alors des fois je mettais ne pas déranger, je dors, ou alors je suis parti en ville, ou des trucs comme ça. Bon, et je suis parti 2 fois en vrai quand même. Une fois j'ai mis je suis parti en ville à la librairie, je reviens tout de suite. Bon, je suis parti, je suis revenu avec des Proust sous le bras. Je me suis fait drôlement envoiner par le médecin. Et puis, on s'ennuie, alors on bouquine, quoi. Hein. Et puis, un autre soir, un copain est venu et puis il m'a dit, si on allait faire un tour au resto, tu vas pas manger ça a l'air dégueulasse, ce truc. J'étais des espèces d'épinards, des machins, bon. Et puis, j'ai dit, ouais, on n'a qu'à y aller. Alors, on a regardé dans le couloir, il y avait personne. J'ai mis un mot sur ma porte, je suis parti au restaurant, je reviens tout à l'heure. Et je suis revenu à 11h, j'ai pris une autre drôle de... Mais ça, je sais pas comment il a... Parce que ça, j'y avais pas dit, voilà. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai fait un autre livre qui s'appelle Dialogue avec mon infirmière, qui sont les billets justement que je mets sur Facebook. Que je sais que ça aide aussi pas mal de gens parce que c'est des billets avec beaucoup d'humour, etc. Et c'était le même humour que j'avais à l'hôpital. Voilà, parce que j'ai jamais perdu cet humour malgré. Et bien souvent d'ailleurs sur Facebook, je mets des messages ou des billets très marrants. Alors que je suis pas bien du tout, c'est les lendemains de chimio, je suis très très mal, et j'arrive à mettre un billet marrant, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça quoi, voilà. C'est l'humour rédempteur et salvateur qui donne du sens à la vie et qui donne la force de continuer, ouais, et je pense surtout de continuer à s'ouvrir aux autres. Moi, j'ai une question à l'intervieweur, chacun son tour, hein. Une question à Michel, qui a lu le bouquin. Et j'aurais aimé avoir ton avis de médecin spécialiste, si je me trompe, de soins palliatifs, pendant des dizaines d'années. Et dans ce bouquin, il est quand même pas mal question de fin de vie, de choses comme ça. Comment t'as lu tout ça? Alors, moi, j'ai trouvé que les situations décrites étaient particulièrement vraies. Une situation qui a été vraiment... bien, c'est celle de l'annonce de la brutalité du diagnostic. Ouais. Et là encore, on peut faire un parallèle entre l'alpinisme et puis la médecine. Je veux dire, j'étais un jour dans un débat avec un commandant de gendarmerie là, qui racontait les difficultés qu'il pouvait avoir à annoncer un drame à des familles.
Nous, on est confrontés à la brutalité de l'annonce d'un diagnostic qui fait basculer une vie le temps d'une phrase. Hein. Et c'est particulièrement bien décrit dans le livre de Yves. Et après, ça bouleverse tout le rapport que l'on peut avoir avec son propre destin. Comme je le disais toujours, soit tout à l'heure, soit on s'accroche, soit on baisse les bras. Mais là encore, Jean-Marie disait que finalement, les forces de vie étaient souvent les plus fortes. Alors après, dans les conditions extrêmes, enfin, si le dilemme, c'est celui entre l'eau bénite de la résignation ou l'eau lourde du miracle. Et là, bon, on peut toujours, c'est le libre choix de chacun. Ce qui est aussi très très vrai dans le livre de Yves, c'est les rapports que la personne malade, à savoir son personnage, peut avoir avec ses contemporains, avec sa famille, avec ses amis. Peut-on s'autoriser à vivre comme les autres, comme avant, alors qu'on a une hypothèque sur soi? Ce n'est pas facile, mais on peut remarquer que les personnes malades ont une force de rebond, une force de résilience majeure, alors que les autres personnes, les amis, la famille, les personnes de rencontre, ont du mal à voir la maladie dans le regard de la personne malade. Il y a un problème aussi, c'est dans le couple, quoi, hein, parce que quand on est touché par ça, quand on apprend qu'on a ça, moi je l'ai pas appris tout de suite. Au départ, les médecins m'ont ménagé, ils m'ont dit bon, vous avez attrapé un polype sur le foie en Afrique, on va vous l'enlever, et puis après ça va aller. Et puis à mes parents, ils lui ont dit bon, il a un cancer du foie, hein, et c'est énorme parce qu'il a des métastases qui sont grosses comme des mandarines dans le foie. Donc c'est un cancer très avancé, on vous donne entre 3 et 6 mois d'espérance de vie. Et moi je suis rentré au bout de 3 mois d'hôpital, après une première opération. Et en fait, les médecins ne me l'avaient pas dit, et c'est un copain qui me l'a dit en arrivant chez moi. Il m'a dit, ouais, t'es quand même pas sympa, ça fait 10 ans qu'on grimpe ensemble, et puis tout le monde sait que t'as un cancer et je suis le dernier à l'apprendre. Et moi j'ai dit, ben non, toi, c'est le dernier, c'est moi, et c'est toi qui viens de me l'apprendre. Voilà. Et le problème, c'est la vie de couple. C'est extrêmement difficile parce que moi, j'avais tendance, une fois que j'ai su ce que j'avais tendance à ne plus me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, je vivais au jour le jour. Alors que quand on est marié, ce qui était mon cas à l'époque, et quand on a un petit gamin à élever, on est forcément obligé de se projeter dans l'avenir. Alors, vous avez une femme, votre femme, qui, elle, forcément se projette dans l'avenir parce qu'il faut élever le gamin. Et puis vous aimeriez bien vous projeter dans l'avenir, mais vous ne pouvez pas vous y projeter, parce que vous savez que malheureusement les carottes sont cuites, comme on dit. Et puis les années passent, et puis vous faites des efforts pour essayer de rester, pour essayer de continuer, puis vous continuez à faire ce que vous aimez, c'est-à-dire de la montagne, etc. Mais le problème, c'est que ça suffit pas des fois pour sauver son couple, parce qu'on est dans un tel décalage de vie. Le malade, lui, veut vivre tout de suite, maintenant. Parce que demain, il ne sait pas s'il sera encore là pour le faire. Voilà. Alors, moi, j'ai abordé le problème un peu différemment. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi. Si tu veux, quand tu as une fille qui est éperdument amoureuse, rien ne compte. Rien. Le reste à vivre, il sera ce qu'il sera. Mais elle n'accepte pas l'idée que lui propose du reste le héros du livre, de dire il ne peut rien se passer entre nous, puisque c'est voué à un échec, à une fin rapide. Elle dit, peu importe. D'abord, elle croit que la fin ne sera pas forcément rapide, voire il n'y aura pas de fin, mais surtout, elle l'aime, donc rien ne compte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de ce que disait Michel sur la brutalité de l'annonce. Je crois que dans ce roman, il y a une composante très forte pour moi, c'est l'amitié. C'est un roman, c'est aussi à la fois un hymne à la vie et un hymne à l'amitié. L'amitié notamment entre ce chirurgien qui a la charge d'annoncer cette terrible nouvelle, et cet ami qui reçoit cette nouvelle. Et il y a un drame dans le drame, c'est-à-dire que le chirurgien, il voudrait que son ami se laisse soigner. Il veut qu'une chose, c'est de le soigner. L'autre ne veut pas se laisser soigner parce qu'il sait que ça ne servira à rien. Et là, c'est un des problèmes que j'aborde dans ce bouquin. Oui, c'est ça, c'est sur le sens et la force que l'on met à accomplir son destin jusqu'au bout et à rester maître de son destin.
Mais dans cette conversation, il y a une symbolique très forte qui est que on est là face à l'établissement où j'ai donc travaillé pendant 40 ans dans une spécialité assez particulière qui est l'oncologie médicale et l'hématologie. Et je me souviens à plusieurs reprises de noces indispensables en fin de vie. C'est-à-dire que des personnes qui étaient à l'extrême limite de leur vie, éprouvaient le besoin de nouer des amitiés, des amours, des histoires d'amour, des histoires de couple. Et plusieurs fois, il y a eu effectivement des mariages. Alors le père dominicain montait avec pour célébrer la noce, et peu importe que les personnes soient divorcées ou non, le problème il n'était pas là. Le problème il était de mesurer quelle était l'intensité de l'affection entre ces personnes qui savaient très bien qu'elles allaient mourir, mais qui avaient besoin de vivre jusqu'au bout et surtout de sentir que la société continuait à s'intéresser à elle. Et ce qui est fort justement décrit dans ton roman, c'est la volonté du héros de vivre cette affection avec cette jeune femme jusqu'au bout et sans se soucier du regard que les autres pourraient porter sur lui, parce que la tentation serait de la dissuader, elle, de s'amouracher d'une personne malade et de le dissuader, lui, de s'enferrer dans une histoire impossible. Oui. Alors, là encore, je me suis un peu inspiré de ma propre vie. Mon père était effectivement mort d'un cancer de la prostate, dans des conditions difficiles. Et mon père, sa mort, il en a beaucoup parlé. Il a préparé, il a organisé, il a fait tout ce qu'il fallait. Et sa mort, pendant des années, il en a parlé. Et je fais dire à mon héros, le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens qu'on aime, c'est de faire comme si on était éternel. Et boum, un jour ça se termine, mais pas de leur en parler avant. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre-là. Parler de sa mort, même quand elle est inéluctable, quand on la voit, c'est pas forcément sympathique pour les gens qui vous aiment autour de vous. Et Jean-Marie, il parle pas de sa mort, lui. Quelquefois, la maladie, quand il peut pas fortement, quand il a la gueule de travers, on voit que ça va pas bien. Il peut pas... Sa mort, il m'en a jamais parlé. Tu parles pas de ta mort? Non. Voilà. Je sais que ça arrivera un jour, de toute façon, normalement, mais bon... Comme dit le père de Héros, la mort finalement, c'est quelque chose de très 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 banal. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Être très personnel aussi. Ce qui semble être une source d'inquiétude pour le romancier, c'est le problème de la déchéance physique. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pour l'alpiniste, le fait de mourir d'une façon en montagne et de mourir intact, ou de mourir quelques mois, quelques années après, d'une façon dégradée. Mais, je veux dire, on n'a pas apporté de jugement sur ce qu'une personne estime être le sens de sa propre vie. On n'a pas de jugement à apporter. Et tu n'en portes pas, d'ailleurs. Non, c'est pas le but, d'ailleurs. De toute façon, c'est un roman. C'est pas une thèse. C'est pas un plaidoyer pour quoi que ce soit. C'est juste un roman. Mon ambition à moi, c'est de ne pas perdre mon lecteur, de le prendre au début et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ne se soit pas trop ennuyé entre les deux. Et entre-temps, j'en profite pour l'emmener avec moi, réfléchir à des choses qui m'intéressent, mais à travers une vraie histoire. C'est ma feuille de route à moi, c'est de dire je vais écrire une vraie histoire et pas perdre mon lecteur. Chaque page, je me dis là, il ne faut pas que je perde mon lecteur. Donc il faut que je trouve quelque chose d'intéressant qu'il ait envie d'aller à la page suivante. Mais ça ne m'empêche pas, effectivement, en cours de route, d'aborder des problèmes qui peuvent intéresser tout le monde. Là, je parle sous le contrôle des amis de Giono, mais il me semble qu'il disait que la souffrance était un scandale et que la souffrance enlaidissait la mort. Oui, c'est bien pour ça que je répète. C'est sûr que la souffrance, moi je ne veux pas dire que pendant ces 30 années, et même encore aujourd'hui, puisque je suis toujours en chimio, j'ai une chimio tous les mois là, hein, et là j'ai une chimio à vie, puisque jusqu'au bout, quoi, j'ai plus d'opération possible hein, dans mon cancer des ganglions, qui maintenant a migré donc j'ai eu des greffes de foie, j'ai eu plein de choses comme ça. Je suis passé par plein de choses en 30 ans, hein, c'est pas uniquement ça, mais j'ai jamais arrêté de grimper. Et aujourd'hui, il n'y aurait que le cancer, je continuerais encore facilement de grimper,
Mais j'ai eu un autre problème qui s'est passé pendant ma greffe, c'est-à-dire j'ai fait une hémorragie interne dans les jours qui ont suivi, et en me réopérant d'urgence, les médecins m'ont cassé le diaphragme. Et donc, quand on a le diaphragme cassé, ben vous savez, le diaphragme, c'est le truc qui fait monter et descendre les poumons, qui nous aide à respirer. Et donc moi, ben, j'ai le diaphragme qui a été cassé. On m'a mis une prothèse. La prothèse est remontée assez haut. Donc je me retrouve aujourd'hui avec 47% de volume respiratoire. Donc c'est un peu difficile pour aller faire un sommet. Hein. Donc je grimpe encore un petit peu. Je fais un petit peu d'escalade avec mon fils, mais je suis très vite essoufflé. Et puis là, j'ai quand même de la chimio tous les mois. Et c'est quand même, même si c'est à domicile, même si les infirmières sont sympas et charmantes, c'est quand même pas facile, quoi. C'est pas facile. Et bon, malgré tout, ben, je continue et je continuerai jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, j'essaierai, à ma façon, d'aider ceux que je peux aider, quoi. Et je sais que j'en aide. Alors, le problème aussi, il faut faire très attention. Par exemple, le titre du film de Damien Rose qu'il a fait sur mon parcours, Histoire d'un homme hors norme. Bon, moi, j'ai pas l'impression que je suis un homme hors norme. Je suis un homme normal qui s'est battu, c'est tout. Je pense que quelqu'un qui a un peu de caractère, et la montagne, mon enfance d'abord, la vie que j'ai eue, mon enfance, la montagne que j'ai parcourue depuis l'âge de 14 ans, m'a donné cette force. Ça m'a donné cette force. Si je peux me permettre un petit jeu de mots, t'es quelqu'un qui lâche pas prise. Non, enfin, je lâche pas prise, j'essaye en tout cas. Peut-être maintenant un peu plus facilement quand même quand je grimpe, mais j'ai essayé d'aller. D'ailleurs, je le dis dans un de mes livres. Je dis tant que mes forces me le permettront, je continuerai de grimper parce que c'est. Et un jour, Georges Livanos m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais, à un moment donné, alors que j'étais déjà très malade, il m'a dit à un moment donné, il faut savoir regarder les montagnes du bas et leur dire merci pour tout ce qu'elles t'ont apporté, sans vouloir absolument leur grimper dessus tout le temps. Voilà, il m'a dit ça. Qu'est-ce que t'a dit Sonia? Ben Sonia, elle m'a dit un truc un peu moins sympa, quoi, parce que à l'époque, j'étais vice-président du GHM et c'était en 2000. Et en 2001, il y allait y avoir l'élection du nouveau président. Et donc, bon, en toute logique, je devais être président du GHM, sauf que, par le boulot que j'avais fait, parce que j'avais quand même fait beaucoup de boulot, et en 2001, il s'est passé que c'était l'année où je devais être greffé. Et Livanos, donc c'était à Passy, me dit, bon, de toute façon, moi je vote pour toi, il faut que tu sois président. Et Sonia Livanos m'a dit, ouais, mais tu sais, pour être président, il faut bien présenter, il faut pas être malade, il faut pas être comme t'es là, hein, qu'elle m'a dit, parce que c'est pas bien. Voilà. Comme quoi, on peut aussi être une grande alpiniste, un grand alpiniste, et puis porter des jugements comme ça à l'emporte-pièce, c'est-à-dire ne pas regarder ce que fait le gars en montagne ou ce qu'il fait en travail, en choses comme ça, pour son association, mais aussi regarder simplement le bonhomme qui est malade, quoi. Voilà. C'est un peu dommage. En tout cas, Jean-Marie n'a jamais lâché prise, et c'est pour ça qu'il n'est pas tombé, et qu'il nous élève vers davantage de compréhension, vers davantage de tolérance aussi. Et ce qui est vraiment toujours important, c'est qu'il est très positif, qu'il ne se plaint jamais, et qu'il n'est pas soumis aux affres de son destin. J'essaye de pas trop me plaindre. Des fois, je me plains un peu parce que des fois, je suis pas très bien. Et puis, il faut dire que je vis seul. Et la maladie, quand on est seul, c'est difficile aussi. Parce que, bon, avant, par exemple, les lendemains de chimio, je sais pas pourquoi, j'avais peur de mourir seul la nuit après une chimio. Et puis maintenant, je m'en fous de mourir seul la nuit après une chimio. C'est-à-dire que, bon, à la limite, il vaut mieux mourir seul que mal accompagné. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, ça change rien au problème, hein. On meurt quand même, et quand on meurt, on est toujours seul. Donc, finalement, et quand on est malade, c'est pareil. J'ai eu des nuits, justement, des problèmes respiratoires, où j'ai raconté d'ailleurs sur Facebook et dans mon bouquin sur les infirmières, où je raconte la nuit où j'ai failli mourir, qui a été un moment terrible, où je me réveille au milieu de la nuit, j'arrive plus du tout à respirer.
je me lève précipitamment dans le noir, je marche sur mes lunettes qui sont posées par terre, je ne sais plus où est mon portable, et je me retrouve à califourchon sur mon canapé dans une position complètement bizarre, quoi, pour essayer de respirer. Et je me dis, bon, là, si je bouge, je peux plus respirer, donc il faut que je reste comme ça. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire comme je peux pas téléphoner pour les secours, mon téléphone, je sais pas où il fait noir. Bon, je peux pas me lever pour allumer les lumières, sinon j'étouffe. Donc je reste comme ça, en attendant que ça se passe. J'avais juste pu choper mon truc de Ventoline entre-temps, et puis j'avais quasiment vidé le flacon, mais il se passait rien. Hein. Alors c'était un peu l'angoisse. Et puis en dérision, je dis bon ben je vais réciter des Notre Père, je vais prier, on sait jamais, ça peut marcher. Et puis au bout d'une dizaine de Notre Père, ça marchait pas. Et je me suis dit c'est vrai que bon, j'ai toujours eu plus la cote avec les femmes. Donc j'ai récité quelques Je vous salue Marie. Et effectivement, ça s'est mieux passé après. Enfin bon, j'en ai parlé à mon médecin le lendemain, il m'a dit je crois quand même que c'est surtout la Ventoline hein, qui... Les témoignages de Jean-Marie sont toujours très forts parce que ce sont des témoignages qui sont, malgré la situation dramatique, toujours positifs et optimistes et qui sont toujours fondés sur la confiance. Et cette notion de confiance, elle est aussi permanente dans les livres de Yves, parce que soit il met en scène des guides, et le principe du guide, c'est justement la personne qui nous accompagne, qui nous rassure et en laquelle on se donne complètement. Et puis pour le personnage qui est le héros de ton roman, il a besoin finalement de faire confiance à son chirurgien et à ses amis. Oui, il a besoin, mais et c'est une tête de bourrique, hein. Il se laisse pas forcément convaincre facilement. C'est toute l'histoire. Ben, on va pas vous la raconter quand même, hein, sinon vous n'allez pas acheter le bouquin. Mais c'est vrai que je sais pas si toi, Michel, tu as peut-être vécu ça, toi, la résistance de certains malades au traitement qu'on leur propose, parce que soit ils pensent que ça sert à rien, soit parce qu'ils sont résignés à en finir, soit même qu'ils n'ont pas envie que ça se prolonge. Voilà, donc et ça fait partie du dialogue difficile parfois entre le médecin et le malade, surtout quand c'est des amis de très longue date, très proches. C'est ce que j'essaie de raconter, d'imaginer en tout cas. Ce dialogue difficile entre deux amis, et dont l'un est persuadé qu'il est condamné par la médecine, par les examens, etc. Et l'autre également persuadé qu'il est condamné, mais avec vraiment le désir d'accompagner médicalement son ami jusqu'au bout. Et c'est pas simple. Peut-être que tu as vécu des situations comme celle-là, toi. Oui, là, tu fais allusion dans ton livre à une perte d'objectivité du praticien devant une personne dont il a la charge et qui est en fait un ami. Et ça, je pense qu'il faut effectivement dissocier un peu la part de connaissance que peut avoir des gens et puis la part affective qui peut fausser le principe de la décision thérapeutique. Après, en ce qui concerne la réaction des personnes malades face au traitement qu'on leur propose, c'est le libre arbitre de chacun. Il va y avoir des gens qui vont réclamer un traitement, un essai thérapeutique, etc., et des gens qui vont nous demander de lâcher prise parce que qui lâchent prise d'elles-mêmes parce que c'est trop dur, c'est trop long, etc., et parce que c'est leur choix. C'est extrêmement complexe. C'est à nous d'écouter et de s'adapter et surtout de faire ce que la personne malade nous demande de faire. C'est le principe maintenant des prescriptions anticipées. J'ai oublié le terme. Et de façon à ce que les personnes puissent déterminer, alors qu'elles vont encore pas trop mal, ce qu'elles voudraient qu'on le fasse pour elles lorsque ça va mal. Et les grands progrès de la médecine ces derniers temps, ça a été dans le domaine des soins de support qui permettent de traiter la maladie, certes, mais aussi l'environnement de la maladie, de façon à traiter la douleur et tous les symptômes complexes. Et puis, ça a été aussi le fait d'aider les patients à s'exprimer pour nous mieux respecter leurs souhaits. Et puis, il y a eu une grande avancée, ça a été la lutte contre l'obstination thérapeutique déraisonnable. Je pense que ça, c'est bien. Et c'est aussi ce que tu évoques dans ton livre.
Quand même, faut dire que c'était un bouquin de montagne quand même. Hein. Là, on a parlé beaucoup de médecine, de cancer, de mort, etc. Mais dans ce livre-là, il y a aussi beaucoup question de montagne, d'escalade. Et de vie, et de vie. Et de vie. Et de vie. C'est un bouquin plein de vie. Avec même une histoire d'amour, hein, on peut le dire, même 2 histoires d'amour. Et Catherine Distimel, qui a failli me faire l'amitié de venir nous écouter, mais elle est occupée, elle est citée plusieurs fois dans ce livre-là. Voilà, donc c'est un livre aussi de montagne, d'alpinisme, d'escalade. Bon, j'emmène mon lecteur faire des belles voies d'ascension aussi, quand même. Oui. Pas que l'hôpital. Et puis on fait le Tour de France des points de grimpe, hein, que ce soit Fontainebleau, Lyon, le Saussois, les Calanques, et on s'émerveille devant les vertus émotionnelles et peut-être aphrodisiaques des Calanques. Ah oui, un petit peu, oui. Non, mais pour en venir sur les traitements, bon, c'est sûr que le patient doit absolument accepter son traitement. Ça, c'est la clé. Hein, il faut l'accepter. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre. Enfin, moi, j'ai accepté tous les traitements qu'on m'a proposés. Parce qu'en même temps, il y a juste un moment donné où j'ai eu une grosse hésitation. Ça a été pour la greffe. Parce que là, évidemment, il y a aussi une histoire de confiance avec les médecins. Moi, j'avais très confiance en mes médecins. Il y a un moment donné, ça n'a pas toujours marché, mais bon, on déconnait bien aussi, hein, ensemble. Quand mon médecin me disait, mon chirurgien me disait, bon, là, il faut réopérer. Je disais, putain, vous n'avez encore pas fini de payer votre piscine. Ah, il y en a encore pour un moment, là, hein. Bon, alors je veux dire, on plaisantait comme ça, quoi. Et puis, il y a juste un moment où c'est que ça m'a fait une drôle d'impression, parce que c'est quand ils m'ont cassé le diaphragme. Parce que pour moi, le diaphragme en miettes, ça voulait dire la fin de la haute montagne. Et ça, ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont jamais dit. Et quand j'ai posé la question, parce que je l'ai su par hasard, suite à une radio que j'ai fait, suite à une bronchite, le radiologue m'a dit, mais vous rigolez, vous avez qu'un poumon, là. C'est normal que vous ayez des problèmes pour respirer. En plus, vous avez une bronchite. C'est normal. Bon. Ben, j'ai dit, vous me l'apprenez, je savais pas. Mais, là, j'ai pas compris parce que moi, j'ai toujours joué franc jeu avec eux et j'ai toujours tout accepté. Eux, ils ont toujours été très nets et très francs avec moi. Ils me disaient, par exemple, on va tenter tel traitement. Moi, le premier truc que je disais, mais avec ce traitement-là, je vais pouvoir encore grimper. Ah oui, ça va aller. Hein. Au bout de quelques jours, ça va aller. Bon, d'accord. Ça a toujours été ça, quoi. Bon. Et le fait qu'il m'ait cassé le diaphragme, ils savaient que ça allait quand même me poser des problèmes en montagne. Et ils me l'ont pas dit. Et ça, c'est vraiment le point noir sur mes 30 ans de combat, parce que aujourd'hui, j'en paye vraiment le prix fort de ça. Et tu as accepté que le Jura suisse soit ton Himalaya? Le Jura suisse est devenu mon Himalaya, ouais, parce que bon, en 88, je suis monté à 7000 mètres quand même assez facilement. Je suis même tombé tout seul dans une crevasse dont je me suis ressorti miraculeusement. Et puis, miraculeusement, puis avec de la volonté aussi quand même. Hein. Il n'y avait pas que le miracle. Mais je savais que j'aurais pu faire des belles choses en haute montagne. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en me condamnant à mort, le cancer m'a peut-être sauvé la vie finalement. Parce que sinon, j'aurais peut-être été au-delà de mes possibilités en montagne. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, je serais mort en montagne, quoi. Voilà. Et très jeune, comme les Vincent Don et Henri ou les amis de Pierre Mazot, qui n'ont pas peut-être eu la chance de vieillir, ou peut-être ont-ils eu cette chance de vieillir. Voilà, c'est le problème de la signification de la vie. Enfin, moi, j'avais 33 ans, j'avais pas envie de baisser les bras, quoi. Ma règle, c'était j'ai envie de voir mon fils à 20 ans. Bon, quand je suis tombé malade, il avait 1 an. Hein. Donc c'était un gros pari, hein, parce que d'un côté, il y a les médecins qui disent entre 3 et 6 mois d'espérance de vie, et puis mon fils a 1 an, puis je veux le voir à 20 ans. C'est un peu, voilà quoi. Mais c'était mon idée, puis aujourd'hui, il a 31 ans, donc quoi qu'il arrive, maintenant, j'ai gagné mon pari, quoi. Voilà. Alors, contrairement aux médecins, les alpinistes partagent entre eux un idéal de toute puissance. Mais cette toute puissance est fragile parce qu'elle tient à un piton ou à une corde, etc. Et dans ton livre, effectivement, cette corde menace souvent de se rompre.
Oui, alors, la toute puissance, je ne sais pas, c'est la puissance de maîtriser l'événement, en fait. C'est plutôt ça, l'alpiniste, il affronte délibérément un risque, et avec l'ambition de le maîtriser. Et la joie, d'y arriver. La joie de maîtriser, bonheur d'y arriver. Ça devient très excitant. Ah ouais, bien sûr. C'est l'excitation, c'est de dire, ah oui, là, je sais que c'est dangereux, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas me casser la gueule, et je suis content de ne pas m'être cassé la gueule. Ah ouais. C'est un peu un résumé, un peu un raccourci de la démarche de l'alpinisme. En tout cas, je crois que ce qu'on a vécu nous en tant qu'alpinistes, c'est ce que j'essaie de traduire aussi un peu, parce que je transpose un peu mes propres émotions dans ce que j'écris. Et je crois que c'est un peu la démarche des alpinistes enfin, là aussi, je l'écris un petit peu, de résister à la pesanteur. La pesanteur, c'est quelque chose qui nous accable. Qui nous accable, même en bonne santé. Les personnes âgées, on les voit, elles sont vraiment écrasées par la pesanteur. Quand on est fatigué, c'est la pesanteur qui nous fatigue, quand il faut monter un escalier, n'importe quoi. Donc toute notre vie, on est en train de se mesurer à la pesanteur, parfois de lutter contre la pesanteur. Et là, dans l'alpinisme, on va délibérément affronter la pesanteur dans ce qu'elle peut avoir de plus dangereux. C'est-à-dire que si on lâche une prise, la pesanteur nous tue. Elle nous précipite dans le vide et là on se tue. Donc c'est ce jeu avec la verticale, avec la pesanteur, qui est un jeu extraordinaire du reste et qui est très motivant pour les alpinistes et pour les grimpeurs. Et puis surtout, dans le fait d'être malade et de grimper, c'est aussi de se prouver à soi-même, de s'épater soi-même. C'est aussi ça, moi, qui m'a tenu. Parce que quand je faisais une voix en solo, quand je faisais une grande voix, je me disais, malgré la maladie, tu arrives quand même à le faire. Donc rien n'est perdu. C'est ça aussi le truc, c'est de se motiver aussi comme ça. S'épater soi-même en montagne, mais on a pu voir aussi un certain nombre de personnes malades qui nous épataient par leur façon de résister à une adversité évidente. Jean-Marie en est le témoin, le grand témoin devant l'Éternel. Oh, mais je suis pas le seul, il y en a d'autres. Non, effectivement, c'est assez fréquent, mais je voudrais pas qu'on donne l'impression au cours de cette conversation de parler d'un sujet grave et de livres compliqués. Ce sont le témoignage de Jean-Marie et puis la fiction de Yves Ballu sont des livres plutôt des messages d'espoir. D'une part, parce que le romancier a le choix du destin de ses personnages. Et le destin n'est pas forcément toujours tragique. Et puis Jean-Marie a toujours mis en avant ce qu'il y avait de positif dans son expérience unique. Et moi, c'est pas des romans, donc c'est des récits. Donc forcément, ça se termine bien à la fin puisque je suis là. Hein? Mais cela nous incite à réfléchir et surtout à résister à la tentation peut-être de se plaindre ou de sombrer dans le déclinisme ambiant. Et puis ça nous donne effectivement une idée de ce que veut dire de ce que signifie le fait de ne jamais se soumettre aux adversités que l'on peut rencontrer. Jean-Marie vous dit son histoire se termine forcément bien parce qu'il est là, il est vivant. Moi, je ne peux pas vous dire comment ça se termine, parce que ça ne se fait pas. Mais je reprends ce qu'a dit Michel, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Maintenant, vous verrez bien. Mais on n'en dira pas davantage sur le roman. En tout cas, lisez-le, comme je vous recommande de lire les témoignages de Jean-Marie, Un homme debout et la vie à pleine main. Où Michel, d'ailleurs, a fait de très beaux avant-propos. De très beaux avant-propos. De très beaux avant-propos parce que la préface était réservée à Maurice Herzog. Oui, elle est courte la préface de Maurice Herzog. D'ailleurs, ça a été un peu truc parce que l'éditeur m'a dit, ce serait bien, tu connais Herzog, de lui demander une préface. Bon, j'ai demandé une préface à Herzog et le livre s'appelle La vie à pleine main. Ce qui pour Herzog, c'était pas très très terrible, mais franchement, j'ai absolument pas pensé à ça quand j'y ai demandé une préface. Ça paraît idiot, mais j'y ai pas pensé du tout. C'est vraiment l'éditeur qui a insisté. Bon, voilà. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités sur leurs expériences ou sur leurs sources d'inspiration? Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut les remercier, en tout cas leur demander un message
d'espoir pour les années à venir. Yves? Jean-Marie? Le message d'espoir, c'est continuer à vivre, hein, c'est le principal. Vivre le mieux possible, faire ce qu'on aime, tant qu'on peut le faire, et en profiter au maximum, quoi. Voilà. Surtout par les temps qu'on vit en ce moment, qui sont pas très gais, hein, depuis un certain temps. Donc, faut essayer de prendre ça du meilleur côté possible, et puis de le vivre le mieux possible, mais de continuer à vivre surtout. C'est le plus important. Jean-Marie dit continuer à vivre. Moi, je veux dire continuer à lire, tout simplement. Bien sûr, ça n'empêche pas. Hein. Continuer Surtout. à lire. On est au salon du livre ici, donc voilà, je vous encourage à lire, et pas seulement mes livres. Et voilà, continuez à lire. Et à lire, si possible, La possibilité du vide, qui est vraiment un grand roman, vraiment un très bon roman, qui amène à réfléchir et qui est vraiment très très intéressant à lire, parce que on en apprend sur effectivement ce dont on a parlé, mais on en apprend aussi beaucoup sur l'alpinisme, surtout lorsqu'on n'y connaît rien. Et donc ça, c'est vraiment très agréable. Et puis vraiment les témoignages de Jean-Marie Chauffat, donc je rappelle, un homme debout, la vie à pleine main. Et puis ces dialogues avec ces infirmières qui sont effectivement des moments très croustillants. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier d'être venus, d'avoir dialogué, et si vous voulez, de nous avoir montré que dans la vie, il ne fallait pas lâcher prise et qu'il ne fallait jamais se soumettre, mais qu'il y avait toujours une lueur quelque part qui pouvait nous aider à grimper toujours un peu plus haut, même si ça ne va pas très loin, c'est toujours des avancées qui sont faites, et à chacun de trouver son Himalaya ou son Everest ou son Jura suisse ou sa voie du Saussois. Voilà. Merci à vous.